Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau dimanche en politique. Mon invité ce matin est élu en Loire-Atlantique, mais c'est à Paris, sous les ordres de l'Assemblée nationale, qu'il s'est fait le plus connaître en tant que député, en tant que président de cette Assemblée nationale, puis ministre. Il a connu les sommets avant une descente aux enfers politiques et médiatiques brutale. Mon invité ce matin, c'est François de Rugy. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Merci beaucoup d'être à mes côtés pour ce dimanche en politique. Vous êtes aujourd'hui député La République En Marche de Loire-Atlantique. Vous êtes aussi conseiller régional d'opposition et vous êtes aussi l'auteur d'un nouveau livre que voici, Du pouvoir des homards, mais surtout de l'écologie. 300 pages dans lesquelles vous revenez sur votre parcours un peu, sur votre vision de l'avenir, beaucoup, vos souvenirs de membres d'Europe Écologie Les Verts. On va s'y intéresser bien sûr au cours de cette émission à travers des images, des propos, des déclarations que je vous demanderai de commenter. Mais d'abord, le premier chapitre de ce livre que je viens de vous montrer, il s'intitule « La tempête ». Vous faites bien sûr référence à l'été 2019, au moment où Mediapart publie un certain nombre d'articles sur des dîners fastueux qui ont pu être donnés à l'Assemblée nationale, sur des travaux effectués dans des logements de fonction, sur votre appartement près de Nantes à Orvaux. Vous dites « Cet épisode a profondément bouleversé ma vie », mais ça ne représente que 10 pages sur 300. Pourquoi ? Parce que moi j'ai tourné la page, je considère que mon combat c'est celui de l'écologie. Je suis engagé depuis près de 30 ans, l'année de mon bac en 1991, pour la première fois je me suis engagé dans un parti politique pour l'écologie. Vous avez peut-être tourné la page mais vous mettez quand même homard dans le titre de votre livre, c'est un peu provoque même. Oui, en tout cas c'est un peu humoristique, c'est-à-dire que je pense bien aussi que si j'avais fait un livre en racontant, et c'est un livre pour aussi rétablir la vérité des faits, sur ce que j'ai fait quand j'étais président de l'Assemblée nationale, quand j'étais ministre, quand j'étais député avant et même adjoint au maire de Nantes en charge des transports, et que je n'avais pas parlé de cet épisode, tout le monde aurait trouvé ça bizarre. Donc j'en parle, je l'évoque, je dis ce qu'il en est, je dis au lecteur que ce qu'il en est par rapport aux accusations qui ont été portées contre moi et qui ont fait pchit, comme l'a dit quelqu'un d'autre avant moi. Et ensuite, je parle aussi de ce qu'est l'écologie aujourd'hui dans le débat politique et de ce qu'elle pourrait être, en tout cas, la vision que je propose. Alors, on y viendra très largement dans cette émission. Mais est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui que ce fameux homard, il est indissociable désormais de votre image ? Mais je sais bien que, en effet, une image peut écraser beaucoup de choses. Mais je crois que plus le temps passe, plus beaucoup de gens se rendent compte que, évidemment, un symbole, ce n'est pas la réalité. Et que ce qui compte plus que l'image, que le symbole, c'est la réalité. On est toujours, d'ailleurs, dit-on, rattrapé par la réalité. Et en politique, est-ce qu'on veut juger les hommes et les femmes politiques sur ce qu'ils font ? Ce qu'ils proposent, bien sûr, mais ce qu'ils font quand ils sont en responsabilité. Ou est-ce qu'on veut les juger sur une image ? Une image qui peut être d'ailleurs suscitée par l'homme ou la femme politique lui-même ou elle-même, ou une image imposée par une campagne médiatique. Je crois qu'au moment où nous nous approchons d'un moment de décision extrêmement important pour l'avenir du pays, qu'est l'élection présidentielle, eh bien, j'invite chacune et chacun à juger sur ce qui est fait, plutôt que sur une image ou quelques articles de presse. Vous en parlez aujourd'hui avec un certain recul, avec même, on vient de le voir à l'instant, avec un peu de sourire. Mais ce que vous décrivez dans les quelques pages du livre consacré à cet épisode, donc des articles de Mediapart, vous en parlez avec une violence, celle que vous avez subie à l'époque. Vous parlez de vagues reçues en pleine face. Ça a été un choc personnel, politique pour vous, intime ? Oui, je ne souhaite à personne de vivre cela. Et en même temps, je sais relativiser. Je n'ai pas eu un grave accident de voiture ou je n'ai pas perdu un de mes enfants. Donc il y a des gens qui vivent des choses bien plus graves que cela. Mais c'est vrai que l'image qui me paraissait la plus juste, on parle de tempête médiatique, mais c'est celle des vagues. Ici, nous ne sommes pas loin de la côte atlantique. On sait ce que c'est que les tempêtes, on sait ce que c'est que les vagues. Et parfois, on ne peut pas résister aux assauts des vagues successives. Et il vaut mieux d'ailleurs prendre du recul. Vous avez porté plainte contre Mediapart pour diffamation. Je précise que vous avez été débouté de cette plainte. Mais dans le livre, vous portez aussi des accusations.
Notamment contre Mediapart à nouveau. Vous dites qu'ils ont rougi le homard pour les rendre plus spectaculaires. Mais plus grave, vous dites qu'ils ont bénéficié de documents volés lors d'un cambriolage qui a eu lieu à votre domicile personnel et qu'ils ont menacé des personnes et d'autres journalistes de ne pas vous soutenir ou même de faire des révélations. Mais quelles sont vos preuves pour faire ces accusations ? Écoutez, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des documents qui se sont retrouvés dans des articles de Mediapart qui n'étaient que chez moi. Et qui ont été volés lors d'un cambriolage. À mon domicile privé d'Orvaux. Près de Nantes. Et qui a été cambriolé, ce domicile. Ça, c'est un fait. J'ai dû malheureusement d'ailleurs porter plainte. Et j'ai retrouvé donc les photos. Vous savez que c'est très facile aujourd'hui de prendre des photos et de repartir. C'est à eux de s'expliquer sur comment ça a pu se retrouver dans un article. C'est pas moi qui peux le dire. Moi, je ne sais pas. Voilà. Après, sur les pressions, mais ça, j'ai des témoignages de journalistes. Et d'ailleurs, M. Plenel continue, puisqu'il s'est attaqué à Radio France, parce que simplement, France Info avait commis le crime de lèse-majesté que de me recevoir, de me poser des questions et de me laisser répondre. Donc des accusations contre Mediapart, des accusations qu'on pourrait qualifier aussi contre X, entre guillemets. Vous parlez d'activités d'officine au service d'intérêts puissants. Ça rappellerait presque François Fillon et le cabinet noir dont il parlait en 2017. Non, ce sont là aussi des accusations graves. On vous en a voulu personnellement, on a voulu vous nuire, selon vous, François de Rugy, dans cette affaire ? D'abord, moi, je ne dis pas que ce sont des concurrents politiques, c'est ce que disait M. Fillon. Et deuxièmement, je dis que quand on est ministre de l'écologie, il y a des enjeux très importants autour des décisions prises par le gouvernement et donc préparées par le ministre de l'écologie, et qu'il y a en effet des gens qui s'attaquent au ministre de l'écologie. Mon prédécesseur, Nicolas Hulot, d'ailleurs, a été attaqué. Mais pas de la même façon. Sur ses rapports avec les femmes, effectivement, Barbara Pompili, elle n'a pas subi ces attaques. En tout cas, Nicolas Hulot l'a dit dans une interview qu'il avait été victime de cela. Mais moi, c'est une hypothèse que j'émets parce que, en effet, il y avait la volonté de m'abattre. C'est évident. D'ailleurs, tout a été fait pour qu'il en soit ainsi. Fabrice Arfi, qui est journaliste à Mediapart, dit « J'ai l'impression d'assister à la crise d'aigreur d'estomac la plus longue de l'histoire de la République. » Il parle de lui-même, je crois. Je pense qu'il parle de vous quand il dit ça. Au-delà de toutes ces accusations, est-ce que vous... Et d'ailleurs, si Mediapart veut porter plainte contre moi pour diffamation, parce que c'est un livre, donc c'est comme un écrit, qu'il le fasse. Pour l'instant, vous n'en avez pas vent de cette volonté Nullement. Bon. Mais ça risque pas, parce que ça les obligerait à s'expliquer sur un certain nombre de leurs méthodes. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, au-delà de ces accusations, au-delà de ce qui vous arrivait, que vous n'aviez rien à vous reprocher ? Est-ce que vous reconnaissez que vous avez fait des erreurs ? J'ai déjà reconnu que j'avais fait des erreurs, que évidemment, il faut être encore plus vigilant sur un certain nombre de choses qui sont parfois, qui peuvent apparaître comme des détails, mais qui peuvent apparaître aussi comme des symboles. Mais il y a une réalité quand même. Moi, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, les frais de réception ont baissé. Donc si la présidence de l'Assemblée nationale était mal gérée quand moi je la tenais, ça c'était vérifiable. Et ça c'est vérifiable par rapport à mes prédécesseurs comme par rapport à mon successeur. Mais ça, il n'y a jamais eu aucun article là-dessus. Parce que s'il y en avait eu, ça aurait obligé à dire au lecteur la vérité. C'est-à-dire que moi j'ai fait faire des économies. Vous savez que je suis le seul, en tant que président de l'Assemblée nationale, depuis le début de ce mandat, on parle beaucoup des régimes spéciaux de retraite. Eh bien, je suis le seul à avoir supprimé un régime spécial de retraite, en l'occurrence celui des députés. Et on se l'est appliqué à nous-mêmes tout de suite, dès le 1er janvier 2018. Donc ça, ce sont des faits concrets qui permettent en effet de juger de l'action d'un député, d'un président de l'Assemblée nationale ou d'un ministre, pas sur des images, sur des réalités qui ont des conséquences dans la durée. Parce que vous pensez bien, quand on supprime un régime spécial de retraite, on fait faire des économies à l'Assemblée nationale dans la durée, bien au-delà, évidemment, de ma présidence. Ce que je comprends donc, c'est qu'à travers vos propos, vous vous estimez victime d'une injustice politique, médiatique, personnelle. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi, François de Rugy, victime de votre isolement ? Vous le dites vous-même, je n'ai pas l'esprit de bande. Vous vous décrivez comme un solitaire en politique. Est-ce qu'à un moment, ça ne se paye pas, justement, dans ce milieu si dur qu'est la politique ? Non, mais moi, j'ai voulu aussi rétablir les faits dans ce livre sur mon parcours. Parce qu'un certain nombre de gens se sont crus malins de dire que si j'avais rejoint, par exemple, Emmanuel Macron, comme beaucoup d'autres l'ont fait, c'était par opportunisme. C'est pas le cas ? J'ai même lu des gens qui disaient que j'avais été... Mais c'est un peu le cas quand même, François de Rugy. On a vu la vague qui a permis à beaucoup d'élus, la République En Marche, d'être élus. Justement, je dis dans ce livre d'où je viens. D'où je viens. Alors je sais qu'on m'a même attaqué sur mon nom. Il y a un collègue député, François Ruffin, qui m'a attaqué plusieurs fois sur mon nom, sur le fait que je m'appelle de Rugy. Et donc, j'ai aussi voulu rétablir les faits sur d'où je viens. Mais là, Alors, ici à Nantes, et les gens le savent davantage
Beaucoup connaissent même mes parents qui étaient enseignants, les ont eus même comme professeurs au lycée Clémenceau ou au collège Guisteau. Donc en effet, ici, c'est peut-être un peu moins nécessaire. Mais ailleurs, beaucoup de gens se sont laissés aller, soit par rapport à la particule, votre nom, c'est François Goulet de Rugy. Ou par rapport à l'opportunisme. Moi, je me suis engagé pour l'écologie dans une association, l'association nantaise de défense de l'environnement, en 1989, quand j'étais au lycée. Donc vous taxez d'opportunisme. Et je suis devenu ministre de l'écologie en 2018. C'est aussi une image qui vous poursuit, vous le savez, François de Rugy. Eh bien, c'est pour ça qu'il est utile parfois de prendre le temps d'écrire pour remettre les choses en perspective. Et ça, on ne peut pas le faire dans un tweet de 280 signes, voyez-vous. Alors aujourd'hui, si on veut réduire le débat politique à des petites polémiques lancées par un tweet, une image, une petite vidéo, je crois qu'on n'ira pas bien loin en termes de décisions utiles au pays. Et moi, je suis prêt à discuter concrètement et à débattre avec qui le veut de ce que j'ai fait quand j'étais ministre de l'écologie, pour l'écologie. Prenons l'exemple de la centrale à charbon de Cordemais. C'est dans notre propre département. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais revenir à la question que je vous posais il y a un instant. Je le disais, vous vous décrivez vous-même comme un solitaire. Et vous l'avez même été au sein du parti auquel vous avez appartenu jusqu'en 2015 avant de le quitter. C'était Europe Écologie Les Verts. Vous en parlez dans votre livre comme du cartel vert et vous dénoncez le terrorisme intellectuel de ce parti. Pourquoi ces termes et pourquoi ces accusations ? J'ai voulu aussi un petit peu déconstruire. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, quand elle était candidate face à Yannick Jadot, n'arrêtait pas de dire il faut déconstruire. Eh bien, faisons ce travail sur ce que font et proposent aujourd'hui les Verts et un certain nombre d'associations très médiatiques comme Greenpeace, comme L214, et qui constituent en quelque sorte ce cartel vert, qui ont pris en otage l'écologie dans le débat politique en disant voilà ce qui est écologique, et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes contre l'écologie. Alors qu'en vérité, derrière des slogans simplistes, derrière des mots d'ordre extrêmement chocs, il y a des réalités, là aussi. Par exemple sur l'énergie, par exemple sur l'agriculture, par exemple sur l'eau. Là aussi, c'est les faits, c'est la réalité. Vous dites vous-même, il y a quand on veut plusieurs transformer ces réalités, possibles de l'écologie. Oui, tout à fait. Et quand on veut transformer ces réalités, eh bien là, les slogans simplistes, les mots d'ordre tout faits, les tweets de 280 signes, ça ne marche pas. C'est même pas que de savoir si ça suffit pas, ça ne marche pas. Et je le dis, et là aussi je suis prêt à en débattre avec lui, Yannick Jadot, ministre de l'écologie, parce que peut-être qu'avant d'être président de la République, il faudrait qu'il songe déjà à exercer d'autres responsabilités, ministre de l'écologie, il ne tient pas une semaine avec le programme d'Europe Écologie. Alors justement, parlons-en de Yannick Jadot. Il incarne une vision plutôt pragmatique de l'écologie, plutôt pro-entreprise. C'est un peu votre ligne, François de Rugy. Alors, il y a eu un débat entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, y compris sur les médias. Donc tous les Français ont pu être témoins. Est-ce que Yannick Jadot a dit, voilà, il y a deux visions de l'écologie, il y a une vision qui est portée vraiment par la radicalité, par tout un tas de combats divers et variés qui n'ont rien à voir avec l'écologie, puis il pourrait y avoir une autre vision de l'écologie, en effet, qui soit de progrès d'abord, qui clairement dit non à la décroissance, qui clairement dit oui, il faut de la recherche scientifique. Ça, c'est un discours dans lequel vous vous retrouvez, François de Rugy. Mais il ne l'a pas dit. Mais il ne l'a pas dit. Et non seulement il ne l'a pas dit, mais position après position, je vois que le programme d'Europe Écologie Les Verts, que ce soit Yannick Jadot ou un autre, refuse le progrès technologique. Au Conseil régional des Pays de la Loire, ici même, la semaine dernière, nous en avons eu l'exemple. Regardez quand Emmanuel Macron, président de la République, présente des investissements pour la France de 2030. La réaction d'Europe Écologie Les Verts et d'un certain nombre d'associations comme Greenpeace et d'autres, c'est de dire « Ah, mais on va faire croire aux Français qu'on va s'en tirer par la technologie. » Mais si on ne s'en tire pas par la technologie, par quoi s'en tirera-t-on ? Une défiance maladive contre le progrès. Mais oui, regardez la question de la 5G. À Nantes, nous avons eu droit à un moratoire sur la 5G pendant plus d'1 an, complètement ridicule, fondé sur rien. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait cette idée que, comme c'était une nouveauté technologique, ça allait faire du développement économique, donc c'était mauvais. Mais la prudence, la précaution, est-ce qu'elle n'est pas de bonne aloi ? Est-ce que c'était mauvais pour l'écologie ? La 5G est utile, le numérique en général est utile, bien sûr pour la santé, pour l'éducation, pour bien d'autres choses, mais aussi pour l'écologie. Parce que si on veut demain gérer de façon intelligente les transports, l'énergie, on a besoin du numérique. Votre ligne, qu'on pourrait qualifier celle de modération, de pragmatisme, est-ce qu'elle suffit face à l'urgence climatique ? C'est aussi ce que posent aussi ces écologistes, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la modération. Je connais bien l'opposition médiatique entre modération et radicalité. Et je revendique en effet la modération, le réalisme. Je pense que c'est plutôt bien d'être réaliste que irréaliste, d'être raisonnable que déraisonnable. Et je vois beaucoup dans le débat actuel, beaucoup de déraison.
avec aussi Éric Zemmour, avec plein de gens sur plein de sujets. Et ça marche médiatiquement. Mais est-ce que ça marcherait à la tête de la France ? C'est ça le sujet. Et donc, oui, je revendique cela, mais je dis aussi que c'est une question de est-ce que, oui ou non, l'écologie s'appuie sur la science ? Est-ce que oui ou non, elle utilise le progrès technologique ? Oui. Et est-ce qu'elle produit du développement économique ? Voilà, ça, c'est des choses concrètes qui ont des conséquences concrètes pour la vie de tout un chacun en France. Vous dites, en matière d'écologie, ne vaut-il pas mieux un réformisme raisonnable décidé et qui sait où il va, plutôt qu'une radicalité empreinte d'idéologie ? Oui, parce que... Il faut un peu d'idéologie aussi en écologie et en politique. Est-ce que quand vous dites, comme je l'entends parfois, il faut sortir du nucléaire dès demain, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, mais sans dire comment on va y arriver. Quand vous voyez que Yannick Jadot a contesté le rapport du réseau de transport de l'électricité, RTE, qui est un établissement public qui fait autorité pour justement dire voilà comment fonctionne le système électrique français. Il dit c'est une manipulation. Mais comment vous pouvez gouverner la France si vous considérez que les données scientifiques, c'est des manipulations ? Et ça veut dire que Emmanuel Macron, il s'est basé sur la science. Vous, quand vous étiez ministre, quelles réalisations concrètes vous pouvez nous présenter ? Par exemple, je vais vous dire une chose simple. Alors là, parce que M. Jadot, il vient de Greenpeace quand même, c'est ça sa formation. Eh bien, nous, notre priorité, ça a été de fermer les centrales à charbon. Et je l'ai fait quand j'étais ministre. Quand je suis arrivé, il y avait l'annonce qui avait été faite, mais la mise en œuvre n'avait pas commencé. Et je l'ai fait y compris dans la région. Je n'ai pas dit on va le faire partout ailleurs, sauf dans ma région. Donc ça, c'est une réalisation concrète. On y viendra dans un instant. Pourquoi c'est fondé sur la science ? Parce que les émissions de gaz à effet de serre en production d'électricité, c'est d'abord le charbon. Ensuite le fioul, ensuite le gaz. En revanche, le nucléaire ou les renouvelables, c'est 0 émission de gaz à effet de serre. Donc nous avons fait un choix pour le climat, fondé sur l'analyse scientifique du problème, qui est d'avoir un système de production électrique sans émission de gaz à effet de serre. En filigrane, dans ce que vous nous dites, c'est aussi que vous l'avez fait, ce que n'avait pas fait votre prédécesseur. C'était Nicolas Hulot. En septembre 2018, vous lui succédez au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et à travers des périphrases dans votre livre, on peut dire que vous n'êtes pas très tendre avec l'ancien ministre. Vous dites très clairement, nous n'avons pas d'affinité personnelle particulière. J'ai tenté de l'aider, mais il a d'abord la préoccupation du moi. Oui, j'ai constaté cela, mais comme beaucoup d'autres. Vous savez, je ne suis pas le premier à le constater. Et j'ai constaté, y compris lors de ce moment qu'on appelle la passation de pouvoir, qu'il a versé une larme au moment où il a dit, en gros, j'aurais aimé que les gens me disent qu'ils m'aiment quand j'étais ministre. Ils me le disent maintenant que je démissionne. On ne va pas en politique pour être aimé. C'est pas quelque chose, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas tellement lié au bilan sur l'écologie. Et par ailleurs, il l'avait toujours dit, il le voulait être ministre peu de temps pour lancer des choses, mais ensuite, il ne voulait pas être dans la mise en œuvre. Or, moi, je considère qu'en politique, ce qui compte autant que la décision, très important de prendre des décisions, des bonnes décisions, fondées sur de bonnes analyses, mais c'est aussi de mettre en œuvre. Si vous ne mettez pas en œuvre, mais ça ne sert à rien. Regardez, c'est comme... Est-ce que ça a été un mauvais ministre, Nicolas Hulot ? Mais c'est surtout qu'il aurait dû, au contraire, vouloir agir dans la durée. Agir et dans la durée. Et il ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, on aurait pu juger d'ailleurs de l'action. Et vous avez ce terme de retour sur son confortable Aventin. Il distribue les bons et plus souvent les mauvais points à ceux qui ont choisi de continuer à agir pour faire avancer et évoluer nos politiques publiques. Comme tant d'écologistes, il préfère la position du démissionnaire. Ça, c'est une autre phrase aussi que vous avez avec ce petit jeu de mots. Mais si on revient quand même sur le fond des sujets plutôt que sur les petites phrases, votre livre, il évoque, vous l'avez d'ailleurs dit à plusieurs reprises dans cette émission, un sujet en particulier, c'est celui de l'énergie. Il faut sortir des guerres de religion, carrément. C'est ce que vous dites dans votre livre. Ça, je l'ai dit dès les premiers jours de ma nomination. Il faut sortir des guerres de religion, et notamment sur le nucléaire. Vous confessez vos doutes sur le nucléaire qui sont arrivés quand vous avez été nommé ministre. Vous dites aujourd'hui, c'est un atout. Oui, je dis que pas partagé par l'ensemble des écologistes. Là, c'est une vraie ligne de fracture. C'est un vrai débat. J'assume d'avoir évolué d'ailleurs sur le sujet. Et je trouve ça bien de le dire. Il y a des gens, ils évoluent, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Puis il y a des gens qui considèrent que est-ce que vous avez rester borné sur les mêmes points de vue, c'est bien. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer sur ce sujet ? Parce qu'aujourd'hui, le défi prioritaire, c'est le climat. Il y a 30 ans, quand je me suis engagé, le climat n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Si on dit notre priorité, c'est le climat, alors on ne peut pas dire dans le même temps la priorité, c'est la sortie du nucléaire. Parce que le nucléaire a un avantage majeur,
produire de l'électricité en grande quantité avec zéro émission de gaz à effet de serre. Enfin, vous avez beaucoup évolué parce que quand vous étiez candidat à la primaire socialiste en 2017, vous disiez qu'il faut supprimer le risque nucléaire. Oui, je l'explique dans ce livre et je dis qu'aujourd'hui, j'ai pu vérifier quand j'étais ministre le très haut niveau d'exigence sur la sécurité. L'autorité de sûreté du nucléaire qui est indépendante est très exigeante. C'est pour ça qu'EDF n'a pas pu ouvrir la centrale nucléaire de Flamanville. Un projet qui coûte très cher et qui est retardé, qui a été retardé autant de temps qu'il fallait pour que la sécurité soit garantie. Et donc je dis oui, aujourd'hui, en plus, la France est en train de mettre en œuvre une voie originale et efficace, nucléaire plus renouvelable. Vous êtes donc d'accord avec la plupart des scénarios qui ont été présentés par RTE cette semaine, un réseau de transport d'électricité. Il y a eu 6 scénarios présentés. Ce qui est bien, parce que c'était d'ailleurs une commande qu'on avait faite quand moi j'étais ministre, pour qu'on puisse avoir un débat clair avant l'élection présidentielle. Yannick Jadot et Mathieu Orphelin disent que c'est une présentation partielle et partielle. On voit bien que tous les rapports sont de toute façon sujets à caution. En tout cas, si on revient sur ces scénarios... Ils ne veulent pas parler des problèmes qui peuvent se poser si on supprime le nucléaire. Il faut quand même en parler. Et là, typiquement, oui, il y a deux visions de l'écologie. Et il faut pouvoir l'assumer. Alors qu'il y a des gens qui vous disent, si vous êtes écologiste, vous êtes anti-nucléaire. Comme s'il n'y avait pas de débat sur le sujet. Je dis qu'on peut avoir des visions différentes, les proposer, et c'est les Français qui tranchent par leur vote. Vous avez entendu la semaine dernière la proposition de Christelle Morancet, la présidente Les Républicains de la région des Pays de la Loire, de proposer à EDF d'utiliser la centrale à charbon de Cordemais, qui sera fermée en 2026, pour la transformer en ces petites structures, ces SMR, ces petites centrales nucléaires. Vous dites, ça, ce n'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est pas du tout la même chose. Donc il faut pas faire croire, notamment aux salariés d'EDF, il faut tenir un langage de vérité, qu'ils vont pouvoir se reconvertir dès la fermeture de la centrale à charbon vers une petite centrale nucléaire qui, à ce stade, d'ailleurs, sera un prototype. Il n'y aura jamais de centrale nucléaire au bord de la Loire, en tout cas dans notre région. Il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la priorité, c'est de fermer la centrale à charbon de Cordemais en temps et en heure et en garantissant l'approvisionnement en électricité de tout l'ouest de la France, mais de le faire. Et si ensuite le site peut être réutilisé pour autre chose, pourquoi pas, mais ce ne sera pas tout à fait le même calendrier, par ailleurs, parce que c'est plutôt d'ici 2030. Donc pas de petites centrales, on comprend. Il pourrait y avoir ces small modular réacteurs, donc les petits réacteurs modulaires. Les SMR, pas, visiblement, donc pour vous, pas de centrale nucléaire à Cordemais, mais est-ce qu'il faut d'autres EPR ailleurs en France que celui de Flamanville, qui, je le rappelle, ouvrira dans 1 an, et pourquoi pas dans notre région ? En tout cas, ça fait partie là aussi des choses qui vont être sur la table pour l'élection présidentielle et donc les Français pourront choisir en connaissance de cause. Mais vous, François de Rugy, est-ce que vous y êtes favorable ? Je pense qu'il faudra en effet renouveler progressivement le parc nucléaire français, que la technologie EPR, si elle démontre qu'elle fonctionne bien à Flamanville, elle fonctionne déjà bien dans d'autres pays, mais il faut le faire aussi en France à ce moment-là. Donc vous dites attendez, il faut attendre. Non, il faudra prendre des décisions. En effet, on est dans la période où il va falloir prendre des décisions parce que tout ça ensuite met beaucoup de temps, mais ce sera plutôt sur les sites existants. C'est plutôt là où il y a déjà des centrales nucléaires qu'on les transformerait en EPR. Les transformer, les renouveler. Un mot quand même d'un problème qui est lié au nucléaire, ce sont quand même les déchets. Vous avez une formule, vous dites faisons confiance à la nature, c'est-à-dire en enfouissant très très profondément, comme c'est le cas, ce qui est envisagé à Bure. C'est la solution miracle ? C'est pas une solution miracle, il n'y a pas de solution miracle, ça n'existe pas. Justement, je conteste aussi cette idée qu'il suffirait d'appuyer sur des boutons. En écologie, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, si vous appuyez sur tel bouton, on a réglé le problème du climat ». Non, il n'y a pas de pensée magique. Mais en revanche, qu'est-ce qui est le plus sûr ? Parce qu'il faut sous-peser. Aujourd'hui, le stockage des déchets nucléaires se fait à côté des centrales nucléaires, dans des piscines, comme on dit, c'est une image, mais pour dire dans des grands bassins d'eau, en surface. Et là, il y a une autre possibilité, qui est utilisée déjà dans d'autres pays, en grande profondeur, dans l'argile. Je ne vais pas rentrer dans les détails géophysiques, mais le laboratoire de Bure, entre la Meuse et la Haute-Marne, permet d'atteindre cet objectif. Et en effet, il permet de garantir dans la très longue durée le fait que ce sera stable, que ça ne bougera pas, que ce ne sera pas attaqué, notamment. Dans votre livre, vous présentez, on vient de l'entendre, votre vision de l'écologie, mais vous revenez aussi sur votre parcours et notamment vos années à Nantes. On a presque oublié que vous avez été adjoint à Jean-Marc Ayrault au transport, c'était entre 2001 et 2008. Je ne l'ai pas oublié. Vous parlez d'une expérience d'élu local, vous ne l'avez pas oublié visiblement, parce que vous dites que c'est la plus enrichissante et la plus satisfaisante que vous ayez connue. Oui. Est-ce que vous ne regrettez pas dans ce cas-là de ne pas avoir succédé à Jean-Marc Ayrault, sachant que vous avez quitté le conseil municipal quand Johanna Rolland y est entrée ? Alors ça, c'est autre chose. Vous savez, il y a eu 2 élections municipales si épanoui dans ce mandat-là. J'étais député. Vous savez, moi, j'ai respecté ce que j'avais dit. J'étais pour le non-cumul des mandats. Je l'ai fait. Je suis pour le non-cumul dans le temps.
Donc je le fais également, 3 mandats de On va en parler député, dans un je trouve instant. que c'est déjà bien. Après, je vois avec le temps aussi l'évolution de la ville de Nantes et je vois que Jean-Marc Ayrault portait une certaine vision, avec des projets, avec de l'ambition. Je n'étais pas toujours d'accord avec lui ou avec certaines de ses méthodes, mais c'était au service d'une ambition pour Nantes. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec Johanna Rolland. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est au fil de l'eau, regardez un peu l'état même de la ville. Moi qui ai été en charge de la circulation, des déplacements, je sais ce que c'est. Franchement, quand je vois ces rues où on met des petites balises en plastique jaune et de la peinture jaune qui dure depuis des fois 2 ans, alors que c'est censé être du provisoire, que la chaussée n'est même plus entretenue correctement, que la saleté, on est en train de devenir comme Paris. Alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a des esprits qui se rejoignent entre Johanna Rolland et Anne Hidalgo, mais on est en train de devenir comme Paris sur la saleté, sur l'insécurité. Donc ça, en effet, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup quand je vois cette évolution de Nantes. Et ça ne se passait pas comme ça du temps de Jean-Marc Ayrault. Et pourtant, un mot seulement, vous n'avez pas été candidat aux élections municipales de l'année dernière. Ni de 2014, ni de 2020. Exactement. Par contre, vous avez été candidat aux élections régionales les dernières. Je rappelle votre score, vous avez fait 12% au premier tour, 8,2% au second tour. Pas un mot dans votre livre de cette campagne. Est-ce que vous le regrettez de vous être lancé ? Non, vous êtes aujourd'hui conseiller régional d'opposition en un mot. D'une manière générale, je ne me nourris pas de regrets. Donc chaque expérience est toujours enrichissante. Après, le contexte politique a fait que dans toutes les régions de France, les sortants ont été réélus, que ce soit un nationaliste corse en Corse ou que ce soit un socialiste en Bretagne. Vous n'y avez pas vu un désaveu personnel ? 8,2% au second tour. Je l'aurais perçu comme cela, parce que je suis lucide, si toutes les listes de la majorité présidentielle avaient obtenu de bons scores, sauf la mienne. Or, il se trouve que toutes les listes de la majorité présidentielle, malheureusement, ont eu des scores décevants, car évidemment, c'est très décevant de faire ces scores-là. Moi, je suis tout à fait lucide et je regarde les choses en face. Un des chapitres de votre livre s'appelle « Profession politique ». Et effectivement, on peut le dire, c'est la seule profession que vous ayez exercée dans votre vie, c'est celle d'être politique, soit en tant qu'attaché parlementaire, soit en tant que représentant de groupe, plusieurs professions en soit une, député, plusieurs professions en une. Mais pourtant, vous annoncez, vous venez de le dire, qu'en juin prochain, conformément à l'engagement que j'avais pris en 2017, je ne serai plus député. Vous allez faire quoi, François de Rugy, après ? Attendez, chaque chose en son temps, et on pourra en reparler dans quelques mois si vous souhaitez me réinviter. Moi, je vais au bout de mon mandat de député qui se termine en juin 2022. Vous avez bien une idée de ce que vous allez faire à l'été 2022 ? Je vais mettre à profit, bien sûr, les mois qui viennent aussi pour réfléchir, parce que c'est un petit peu un nouveau défi que je me donne. Et donc, c'est en effet, ce sera autre chose, mais ça peut aussi être autre chose en continuant à se battre pour l'écologie. Je l'ai fait en créant un cercle de réflexion, un think tank écologie et progrès, parce que cette vision d'écologie, c'est une vision de progrès. Moi, je crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, qui est déjà meilleur qu'hier, alors que d'autres n'arrêtent pas de nous dire « c'était mieux avant ». Mais même chez les Verts, on entend cela. Un think tank, c'est bien, mais pourtant, vous dites vous-même, pour mener à bien des avancées... Pour mener à bien des avancées, passer par la case politique est incontournable. Ça veut donc dire que votre retrait, il est provisoire ? Que vous reviendrez à la politique dans quelques années ? C'est que, en tout cas, je ne suis pas un dégoûté de la politique. Je pourrais l'être, avec tout ce que j'ai vécu, et alors que j'avais agi et que je m'étais engagé dans une continuité qui marque l'authenticité de mon engagement depuis 30 ans pour l'écologie. Mais je ne suis pas un dégoûté de la politique et je ne crache pas dans la soupe. Donc je ne suis pas de ceux qui disent « Ah, c'était mieux avant », là aussi. Vous y reviendrez peut-être. Un mot, parce qu'il nous reste un peu plus d'1 minute d'émission. D'ici la fin de votre mandat, vous ferez campagne pour Emmanuel Macron, j'imagine ? Oui, je pense qu'il a un bon bilan, que lorsque les Français auront à juger, justement, on va le faire, ce bilan écologique d'Emmanuel Macron. Et par ailleurs, moi, je lui proposerai un certain nombre d'idées, de propositions pour un autre mandat encore plus écologique. Et puis un mot quand même de votre suppléant, Mounir Bellamiti. Oui. Vous le soutiendrez pour vous succéder à l'Assemblée nationale ? Qui a été un bon député puisqu'il a siégé à ma place pendant un an à l'Assemblée nationale. Il s'est investi, donc en effet, pour moi, il a toutes les qualités pour être député si les Nantais, les Orvaltais et les Sautronnais le décident en juin prochain. Merci beaucoup François de Rugy d'avoir été notre invité dans ce dimanche en politique. La semaine prochaine, nous ferons le point sur la situation sanitaire avec le Covid, car l'épidémie, vous le savez, malheureusement n'est pas terminée, avec ces nouvelles obligations de port du masque, la situation de la vaccination. L'invité de Maxime Jaglin, ce sera le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Je vous souhaite une excellente journée sur France 3. Tout de suite, le 12-13.